Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Que de bonnes nouvelles pour cette édition 2021 de la Journée de l'économie. D'abord, c'est la 14e édition, ça veut dire l'attachement que vous avez. On vous remercie d'être là avec cet événement et l'attachement que portent aussi l'ensemble des organisateurs. La CCI Région, évidemment, la Chambre régionale d'agriculture, la Chambre des métiers. On les remercie toutes et tous qui sont là, les présidents, leurs représentants et la région Nouvelle-Aquitaine. Ils nous rejoindront tout à l'heure. Tous font confiance à Sud-Ouest. Une fois encore, on les remercie pour animer cette rencontre. On vous la souhaite la plus animée possible dans le sens où vous allez pouvoir participer. Vous nous faites passer, pour ceux qui sont avec nous sur les réseaux sociaux, vos questions, elles seront relayées. Et puis évidemment, la salle, on prendra des questions. Si vous êtes d'accord, on les prendra après les 2 tables rondes. L'autre bonne nouvelle de cette rentrée, c'est que nous retrouvons du public en présentiel. Merci d'être là. Des vrais gens réels qui sont là, pas derrière des écrans. Et ils sont présents dans cette salle de l'INAE qui nous reçoit. On vous remercie encore. Vous allez pouvoir nous poser vos questions tout à l'heure, je l'ai dit. Puis on aura un grand témoin. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle, évidemment. Le grand témoin de cette édition nous reçoit à domicile. C'est Philippe Mauguin, le président directeur général de l'INRAE. Il va nous recevoir chez lui dans 30 secondes. Il sera sur la scène. Je voudrais juste qu'on balaye ensemble le programme pour bien être ensemble et savoir de quoi on va parler aujourd'hui sur 2 tables rondes. On vous les promet dynamiques et courtes, puisque c'est comme ça qu'on essaye de faire. Tout à l'heure, on fera la 2e table ronde. On commence par une table ronde qui sera avec Denis Vicentini d'une marque qui est Roll & Sem. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de cette marque, vous allez voir, il y a plein de choses à apprendre, mais je suis sûr que dans le milieu agricole, vous la connaissez déjà. Muriel Moreau, elle sera en live depuis le Pays Basque. C'est quelqu'un qui a un projet professionnel très étonnant et vraiment percutant sur la laine de mouton. Jean-Louis Dubourg, qui joue presque à domicile ici, qui est le directeur général de Berganton Biogaz, d'où le nom. On vous connaît aussi avec la casquette de président de la Chambre d'agriculture de la Gironde. On aura Nicolas Fillon, le directeur général de 200 Gosses, qu'on ne présente plus, mais on parlera de cette boîte qui a transformé vraiment de façon importante sa production pour passer de produits particuliers à des produits bio aujourd'hui. Cécile Detemps-de-Cendre, une autre actrice de la transformation, dans le vin, et c'est important, avec une double casquette, vous allez voir plein de surprises. Éric Bacheret, tout le monde connaît les doudounes de chez Pyrénex, c'est le directeur général. On connaît moins, mais il y a aussi derrière la marque des doudounes, la marque des produits pour la maison. Et puis Christophe Gélibert, qui va, lui, nous expliquer comment il espère en tout cas, dans quelques années, rejoindre Pyrénex et tout le mal qu'on lui cède, toutes ces belles boîtes. Il est aujourd'hui à la tête d'un atelier de tapissier décorateur en Charente. Il nous restera à conclure ensemble avec Philippe Mauguin, qui nous rejoint tout de suite. J'en profite pour saluer, évidemment, Jean-François Clédel, qui est au premier rang, le président de la CCI Nouvelle-Aquitaine, Luc Servant, qu'on remercie d'être venu aussi depuis La Rochelle et même un peu le nord de La Rochelle, président de la Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Pierre Gros, qui vient de l'ex-Limousin, on le dit encore, président de la Chambre des métiers de l'artisanat Nouvelle-Aquitaine. On sera rejoint par Guillaume Rioux, vice-président de la région, nouvel élu, qui nous rejoindra tout à l'heure. Philippe Mauguin, merci de nous recevoir chez vous. Je plaisantais tout à l'heure, il y a plusieurs sites de l'INRAE en Gironde, il y en a plusieurs l'un à côté de l'autre ici. On va peut-être rappeler tout bêtement, effectivement, le nombre de sites, mais aussi quelle est la vocation de l'INRAE. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi ce magnifique site d'INRAE à Piroton, en pleine forêt, qui est une de nos belles stations de recherche forestière et qui a un rôle clé dans la recherche. Et effectivement, l'une des nombreuses stations de recherche, d'expérimentation. INRAE est présent sur tout le territoire, à la fois métropolitain, aussi en Antilles-Guyane. C'est le premier organisme de recherche spécialisé au monde dans les domaines de l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. On a été créé au 1er janvier 2020 par la fusion de 2 organismes de recherche bien connus, l'INRA, que j'avais eu le plaisir de présider auparavant, grand organisme de recherche dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation, IRSTEA, qui était l'ancien CEMAGREF, présent aussi en Nouvelle-Aquitaine, très pointu sur un certain nombre de sujets, notamment dans les domaines de l'environnement. Et aujourd'hui, c'est près de 12 000 personnes qui sont des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens qui travaillent pour mieux comprendre un certain nombre d'évolutions qui impactent notre agriculture, la forêt, l'alimentation, l'environnement, et qui essayent de trouver des solutions pour ces transitions. Alors l'évolution, la transition, la transformation, vous en parlez au sein de votre entreprise, ça va être le sujet qu'on va voir pendant ces 2 tables rondes. C'est pas symbolique, vous avez rajouté une lettre à INRA, il y a un petit E joliment dessiné, il apporte quoi au-delà de cette lettre? Alors effectivement, on le voit sur le logo d'INRAE, c'est à la fois le E de l'environnement, de l'écologie, c'est aussi le E de l'énergie, on est très impliqué dans toutes les démarches de bioéconomie.
il symbolise deux choses. À la fois, il rend visible une transition que l'INRA avait déjà commencé avant la fusion, c'est-à-dire de s'engager dans la transition agroécologique sur le lien qui est au cœur de notre débat de cet après-midi, comment concilier l'économie, l'énergie, l'environnement. On avait commencé là-dessus. La fusion avec IRCEA nous permet d'aller un cran plus loin. Et c'est donc ce nouveau logo, la science pour la vie, pour l'humain, pour la terre, qui mobilise tous nos chercheurs aux côtés des citoyens, aux côtés des entrepreneurs. On va dézoomer, on va repartir de ce très beau site, on va regarder presque le globe dans son entier, n'ayons pas peur. On vous fait confiance en tant que grand témoin. Les grands défis de la planète, n'ayons pas peur des mots, par rapport à cette thématique qui vous est chère aujourd'hui, si vous deviez les lister, ce serait lesquels? Alors, vaste entreprise, et c'est des sujets qui sont, et c'est à la fois lié à l'évolution du dérèglement climatique, la crise de la biodiversité, c'est des sujets, les pandémies, qui sont rentrées maintenant au cœur des débats citoyens, des débats publics. C'est ça les sujets qui nous occupent. On sait qu'on a déjà beaucoup de questions à régler si on veut avoir une agriculture, une politique forestière durable, une alimentation saine. Mais si on se projette dans les 20 prochaines années, on voit qu'on va être confronté à vraiment beaucoup de défis en même temps. Près de 10 milliards d'habitants sur la planète en 2050, des terres agricoles qui ne peuvent pas augmenter. Elles sont plutôt grignotées par le développement des villes pour accueillir ces 10 milliards d'habitants. La forêt, il faut limiter la déforestation, il faudrait l'arrêter, sinon on amplifie le dérèglement climatique. Et donc il faut, sur un nombre d'hectares limité au niveau mondial, produire plus. En utilisant moins de ressources, on doit se décarboner. Tout le monde est conscient qu'il faut décarboner l'économie. Donc les ressources fossiles, il faut progressivement en sortir. Quelles sont les solutions de substitution en termes d'énergie, en termes de matériaux, en termes de molécules? C'est beaucoup la biomasse, issue de l'agriculture et de l'alimentation. Donc on a besoin de l'agriculture et de la forêt pour produire de la biomasse, pour produire de l'alimentation, sur des surfaces qui sont en tension, avec le dérèglement climatique, avec des problèmes liés à la biodiversité, notamment on voit les problèmes de pollinisateurs qu'on a. Bon, quand on voit tout ça, on pourrait se dire que c'est une équation impossible à résoudre. Il y a évidemment des leviers, c'est là-dessus qu'on travaille. Pas tout seul, même si on est leader au niveau international, on a des partenariats de recherche en Europe et dans le monde, des partenariats aussi en France avec toutes les universités, c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas dans toutes les grandes régions. Donc on essaye de trouver des solutions qui vont faire converger une meilleure protection des ressources. On va passer d'une première révolution industrielle qui était celle de la mécanisation et de l'énergie, il y a eu celle de la chimie, et là on est entré de plein pied dans une troisième révolution qui concerne l'agriculture, mais beaucoup de secteurs. C'est de retrouver des marges de manœuvre en utilisant les ressources naturelles, le vivant, l'intelligence aussi, la matière grise des chercheurs, et c'est à partir de ça qu'on essaie de trouver des solutions qui vont permettre une production qui sera probablement au même niveau, voire plus performante au niveau agronomique, avec un contenu d'emploi le plus élevé possible. Voilà, c'est des défis passionnants. Ça concerne les chercheurs, mais ça concerne beaucoup, évidemment, les entrepreneurs, et les exemples qu'on va voir vont l'illustrer. Alors, on va avoir des exemples, mais j'ai envie de dire, le journaliste que je suis, observateur de l'extérieur, peut dire que c'est peut-être une situation qui, non pas de votre fait, mais peut paraître effrayante. Comment je transforme justement cet état des lieux en atout, et comment je peux peut-être profiter justement des solutions pour que demain les entreprises en tirent profit, dans le bon sens du terme. En gros, quels sont les défis pour ces entreprises, entre guillemets, d'adaptation par rapport à ce que vous décrivez? La difficulté, je pense, pour tous les acteurs, que ce soit les agriculteurs, les forestiers qui sont confrontés aussi au dépérissement, à l'impact du changement climatique, les entrepreneurs aussi, c'est qu'on a une conscience de plus en plus claire de ces enjeux, mais on est dans une situation de compétition économique qui est extrêmement forte. Les marges sont faibles, donc les capacités d'investissement sont limitées. Tous les acteurs ont souvent tendance à s'attendre un peu. Oui, il faut bouger, mais qui va prendre le risque de s'engager le premier? Et donc, ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on va voir avec ces témoignages, c'est avoir des entrepreneurs audacieux qui vont être les pionniers, qui vont trouver des niches de marché. Les consommateurs que nous sommes, les citoyens, ils ne sont pas toujours schizophrènes. Ils sont conscients de ça, ils ont envie, ils font bouger leur comportement de consommation. Le bio s'est développé, alors que pendant des années, on considérait que ça allait rester une niche pour les bobos. C'est en train de se développer beaucoup, on accompagne ces mouvements. Au-delà du bio, et on aura des témoignages tout à l'heure de conversion agroécologique de nos productions, on arrive à trouver des nouveaux débouchés qu'on va essayer de rendre perceptibles aux consommateurs
pour avoir une capacité à segmenter, à se démarquer, être reconnu. Et que quelque part, c'est là-dessus qu'on parie, nous. C'est que les premiers qui s'engagent vont aussi, ils prennent des risques, mais ils seront peut-être ceux qui seront ensuite récompensés par les marchés. Il faut des politiques publiques qui les accompagnent. Donc pour ça qu'on conseille aussi, c'est dans nos missions, les pouvoirs publics, les ministères, la Commission européenne, la FAO, la Banque mondiale, pour que l'ensemble des politiques publiques s'alignent sur ces enjeux de transition. Et si on a un peu plus d'accompagnement public, si on a des comportements de consommateurs qui évoluent dans le bon sens, et si on a une recherche-innovation active à côté des partenaires, alors je suis plutôt optimiste. On pourra relever cette équation impossible. Alors on verra si vous êtes encore plus optimiste après les tables rondes. Juste un petit mot, urgence ou pas urgence? Oui, je pense qu'il y a une urgence à agir. En fait, quand on regarde les grands sujets du moment, le changement climatique, nos experts scientifiques, chaque rapport du GIEC, chaque année, confirme les projections, mais elles sont raccourcies. Et les effets du dérèglement climatique, on a longtemps pensé dans nos pays que ça allait surtout concerner les pays sous les tropiques, qui étaient déjà touchés par les ouragans, les inondations, qu'on avait des infrastructures, des climats tempérés qui nous préservaient. En fait, on voit, y compris en Nouvelle-Aquitaine, les viticulteurs, les forestiers, les acteurs, qu'on a déjà des impacts très forts. Donc, les projections se confirment et le temps se raccourcit. Donc, je pense qu'il y a une urgence à agir. Après, ça dépend évidemment de nous tous. Ce n'est pas les entrepreneurs tout seuls qui vont pouvoir y arriver. Il faut qu'il y ait une vraie mobilisation, une forme de sursaut collectif entre les pouvoirs publics au niveau national, mais au niveau régional. La région Nouvelle-Aquitaine est engagée aux côtés des chercheurs pour soutenir aussi ces transitions. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une union globale pour qu'on ait une urgence, mais qui soit une urgence positive, dynamique. Merci Philippe Mouguin. Sous les applaudissements, on vous retrouve tout à l'heure pour la synthèse.